Dans la nuit du 23 au 24 août 1847, 37 corps furent découverts dans les plantations du comté de Terrebonne, en Louisiane. Tous étaient blancs. Tous portaient les marques d'une violence méthodique et calculée. Et selon les témoignages fragmentaires qui subsistent, un seul homme aurait été responsable de ce carnage. Mais avant de plonger dans cette histoire qui entrave vos nuits, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien permet de faire vivre ces récits oubliés par l'histoire officielle. La Louisiane de 1847 n'était plus française que de nom et de langue. Annexée aux États-Unis depuis près de 45 ans, elle conservait néanmoins cette atmosphère particulière, héritée de son passé colonial. Cette étrange fusion entre les codes du vieux sud-américain et les traditions créoles qui faisaient d'elle une région à part, gouvernée par ses propres règles non écrites. Le comté de Terrebonne s'étendait le long des bayous, ces bras d'eau stagnantes où la végétation tropicale créait des cathédrales de mousse et d'ombre. La région vivait exclusivement de la culture du coton et de la canne à sucre, deux productions qui exigeaient une main-d'œuvre considérable. En cette année 1847, on comptait dans le comté environ 3800 esclaves, pour à peine 1200 blancs. Ce déséquilibre démographique n'était pas unique dans le sud, mais il créait une tension permanente, une peur sourde qui habitait chaque propriétaire terrien. Les plantations se succédaient le long du fleuve et des bayous, domaines autarciques gouvernés par des dynasties familiales qui s'étaient enrichies en l'espace de 2 générations. Leurs maisons à colonnes blanches, construites dans le style néoclassique alors en vogue, dominaient des hectares de champs cultivés où s'activaient des centaines d'hommes et de femmes enchaînés à la terre par un système légal qui ne reconnaissait pas leur humanité. Parmi ces plantations, celle des Delacroix occupait une position particulière. Établie en 1789 par Jean-Baptiste Delacroix, un colon français arrivé avant la cession de la Louisiane, elle s'étendait sur près de 2000 acres le long d'un méandre du bayou La Fourche. En 1847, c'est son petit-fils, Augustin Delacroix, qui dirigeait le domaine avec une main de fer. Augustin était un homme de 42 ans, au visage sévère marqué par le climat et les responsabilités. Il avait étudié à la Nouvelle-Orléans avant de revenir prendre en main la plantation à la mort de son père en 1838. Contrairement à beaucoup de ses voisins qui menaient une vie d'oisiveté en laissant leurs contremaîtres gérer leurs propriétés, Augustin supervisait personnellement chaque aspect de son exploitation. Il connaissait le nom de chacun de ses 163 esclaves, leur valeur marchande, leur utilité spécifique dans l'économie de la plantation. Cette connaissance minutieuse n'était pas le fruit de quelque bienveillance. Augustin Delacroix voyait son domaine comme une machine complexe dont il devait optimiser chaque rouage. Les esclaves n'étaient pour lui que des outils vivants, des investissements qu'il fallait rentabiliser tout en préservant leur capacité de travail. Il avait instauré un système de punition gradué qui allait de la privation de nourriture au fouet, jusqu'à l'isolement dans les cachots aménagés sous la maison principale pour les cas les plus graves d'insubordination. La région avait connu plusieurs révoltes d'esclaves au cours des décennies précédentes. La plus importante, celle de Charles Deslandes, en 1811, avait terrorisé les propriétaires terriens. Bien qu'écrasée dans le sang après seulement 3 jours, elle avait laissé une marque indélébile dans la conscience collective des Blancs de Louisiane. Depuis, un système de milices organisées patrouillait régulièrement, et les lois concernant les déplacements et les rassemblements d'esclaves s'étaient considérablement durcies. C'est dans ce contexte de tension permanente, de violence institutionnalisée et de peur mutuelle que se déroulèrent les événements de l'été 1847. Un été particulièrement accablant, où la chaleur humide transformait chaque journée en épreuve, où les tensions semblaient s'exacerber avec chaque degré supplémentaire. Au mois de juin, Augustin Delacroix avait fait une acquisition inhabituelle lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans. Il s'agissait d'un homme d'environ 35 ans, de constitution robuste, que le vendeur présentait comme un artisan qualifié en charpenterie. L'esclave avait été enregistré sous le nom de Samuel,
sans autre mention d'origine ou de nom de famille, comme c'était l'usage. Ce qui avait attiré l'attention d'Augustin n'était pas tant les compétences de l'homme que son prix étonnamment bas. Dans un marché où un bon charpentier pouvait se vendre jusqu'à 1500 $, Samuel avait été acquis pour à peine 800. Lorsque Augustin avait interrogé le vendeur, un certain Josiah Pemberton, planteur du Mississippi, celui-ci avait expliqué avec une certaine réticence qu'il se séparait de cet esclave pour des raisons de discipline. Samuel avait, selon ses dires, une tendance à l'insolence silencieuse, à une forme de résistance passive qui minait l'autorité sans jamais franchir la ligne qui justifierait une punition sévère. Augustin, confiant dans sa capacité à briser toute velléité de rébellion, avait conclu l'achat. Il pensait que quelques semaines de travail sous le soleil de Louisiane et sous la surveillance de son contremaître, un homme du nom de Silas Garrett, suffirait à transformer Samuel en travailleur docile. Samuel était arrivé à la plantation de la Croix le 15 juin 1847. Dès le premier jour, les autres esclaves avaient remarqué quelque chose d'inhabituel chez lui. Il ne parlait presque jamais, répondant aux ordres par des gestes plutôt que par des mots. Son regard, lorsqu'il croisait celui des Blancs, ne contenait ni la déférence attendue ni la crainte habituelle, mais une sorte de vide, une absence troublante qui mettait mal à l'aise. Contrairement à ce qu'Augustin avait anticipé, Samuel se révéla un travailleur irréprochable. Il accomplissait les tâches assignées avec une efficacité mécanique, sans jamais se plaindre, sans jamais ralentir le rythme. Cette perfection même avait quelque chose d'inquiétant. Les autres esclaves l'évitaient instinctivement. Il racontait qu'il ne dormait presque pas, qu'on pouvait le voir certaines nuits marcher lentement autour des cabanes des esclaves, comme s'il inspectait les lieux, mémorisant chaque détail. Silas Garrett, le contremaître, un homme brutal d'une 50aine d'années qui avait passé 30 ans à maintenir l'ordre dans diverses plantations, admit plus tard dans son témoignage qu'il ressentait un malaise indéfinissable en présence de Samuel. Il avait tenté à plusieurs reprises de le provoquer, de trouver un prétexte pour le punir et établir ainsi sa domination. Mais Samuel ne lui en donnait jamais l'occasion. Le 22 août au soir, veille de la tragédie, plusieurs événements inhabituels furent notés par différents témoins, bien que personne n'en comprit la signification sur le moment. Vers 17 heures, alors que le soleil commençait à décliner et que la chaleur restait écrasante, Samuel avait demandé à Silas Garrett l'autorisation d'aller chercher de l'eau au puits situé près de la maison principale. Cette requête n'avait rien d'extraordinaire en soi, et Garrett avait donné son accord d'un geste distrait. Ce que le contremaître ne remarqua pas, c'est que Samuel effectua 3 allers-retours au puits au cours de l'heure suivante, alors qu'un seul aurait suffi. À 18h30, Augustin de la Croix avait reçu la visite de son voisin immédiat, Édouard Laval, propriétaire d'une plantation de taille comparable située à environ 2 miles au sud. Les deux hommes avaient des affaires à discuter concernant le partage du coût d'entretien d'un chemin commun qui reliait leur propriété à la route principale. Laval était venu accompagné de son contremaître et de son fils aîné, Mathieu, un jeune homme de 20 ans qui devait bientôt hériter d'une partie du domaine familial. Vers 20 heures, alors que la nuit tropicale tombait avec sa rapidité habituelle, Augustin invita ses visiteurs à dîner, proposition qu'ils acceptèrent. La cuisinière de la maison, une esclave nommée Rose, qui jouissait de certains privilèges de par son ancienneté et ses compétences, prépara un repas que l'on servit dans la grande salle à manger. Plusieurs esclaves domestiques assuraient le service sous la supervision de Rose. C'est à ce moment que plusieurs personnes remarquèrent l'absence de Samuel. Il n'était pas inhabituel que les esclaves des champs ne soient pas visibles le soir, car ils regagnaient leur cabane après le travail. Mais l'épouse d'Augustin, Céleste de la Croix, mentionna qu'elle avait aperçu Samuel rôdant près des écuries vers 19 heures, ce qui était étrange, puisqu'il n'avait aucune raison de se trouver dans cette partie de la propriété à cette heure. Le dîner se poursuivit jusqu'à près de 22 heures. Les hommes discutaient de politique, du prix du coton, des rumeurs de tensions croissantes entre le Nord et le Sud concernant la question de l'esclavage dans les nouveaux territoires.
Édouard Laval exprima sa conviction que les abolitionnistes du Nord ne comprenaient rien à l'économie du Sud, que sans le travail servile, toute leur civilisation s'effondrerait. Vers 22h30, les Laval prirent congé. Augustin les raccompagna jusqu'à leur calèche. La nuit était sans lune, particulièrement obscure. Seules les lanternes de la maison et celles que portèrent les esclaves éclairaient faiblement la cour centrale de la plantation. Ce furent les derniers moments de normalité avant que l'enfer ne se déchaîne. Ce qui se passa exactement au cours des heures suivantes reste l'objet de spéculations et de reconstructions basées sur des témoignages fragmentaires et souvent contradictoires. L'horreur de cette nuit était telle que beaucoup de survivants refusèrent de parler, d'autres sombèrent dans une forme de folie qui rendit leurs déclarations peu fiables, et certains emportèrent leurs secrets dans la tombe. Selon le témoignage de Silas Garrett, qui survécut miraculeusement aux événements bien qu'il fût grièvement blessé, les premières alarmes se firent entendre vers 00h30. Il se trouvait dans sa cabane, située à mi-chemin entre la maison principale et les quartiers des esclaves, lorsqu'il entendit ce qu'il décrivit comme un cri bref et étouffé, suivi d'un silence troublant. Garrett sortit, une lanterne à la main et son pistolet à la ceinture. La nuit était étouffante. L'air saturé d'humidité. Il se dirigea vers l'origine du bruit, près des écuries. C'est là qu'il découvrit le premier corps. Il s'agissait de Jacob, un jeune palefrenier noir d'une vingtaine d'années. Sa gorge avait été tranchée avec une précision chirurgicale. Le corps était encore chaud, le sang formant une mare sombre sur le sol de terre battue. Avant que Garrett n'ait pu réagir ou donner l'alerte, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement et vit Samuel immobile à quelques mètres, tenant ce qui semblait être une lame longue et effilée. À la lumière vacillante de la lanterne, Garrett affirma que le visage de Samuel était totalement inexpressif, comme un masque de cire. Garrett tenta de dégainer son pistolet, mais Samuel se déplaça avec une rapidité stupéfiante. En quelques secondes, le contremaître se retrouva désarmé, sa main droite tailladée profondément. Il s'effondra en criant, espérant alerter d'autres personnes. Samuel ne le tua pas immédiatement. Selon le témoignage de Garrett, Samuel le regarda un long moment, comme s'il évaluait quelque chose. Puis il murmura quelques mots que Garrett ne comprit pas, dans une langue qui n'était ni l'anglais ni le français créole parlé dans la région. Puis Samuel disparut dans l'obscurité. Garrett, perdant rapidement du sang, parvint à se traîner jusqu'à un fossé d'irrigation où il se dissimula, pressant sa chemise contre sa blessure. De sa cachette, il assista impuissant à ce qui suivit. Les cris commencèrent à s'élever de différents points de la plantation. D'abord sporadiques, puis de plus en plus nombreux. Des lanternes s'allumèrent dans la maison principale. Augustin Delacroix sortit en hâte, vêtu de sa chemise de nuit, un fusil à la main. Son fils Antoine, âgé de 18 ans, l'accompagnait, armé lui aussi. Ils se dirigèrent vers les quartiers des esclaves, d'où provenaient les hurlements. Ce qu'ils découvrirent les glaça d'horreur. Plusieurs cabanes brûlaient, les flammes illuminant une scène de carnage. Des corps jonchaient le sol entre les habitations. Mais ce n'étaient pas les corps d'esclaves révoltés. C'étaient ceux des Blancs qui vivaient sur la plantation. Le régisseur adjoint, 2 surveillants, un comptable qui logeait dans une dépendance. Augustin comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une révolte généralisée. Les esclaves eux-mêmes semblaient terrifiés, se cachant dans leurs cabanes ou fuyant vers les champs. Quelque chose d'autre se passait, quelque chose qui défiait toute logique. C'est alors qu'Augustin vit Samuel pour la première fois cette nuit-là. L'homme se tenait debout au centre de l'allée entre les cabanes, parfaitement immobile, malgré le chaos environnant. Il tenait dans chaque main une arme. Dans la droite, ce qui ressemblait à un coutelas de plantation. Dans la gauche, une longue lame fine que personne ne put identifier par la suite. Antoine Delacroix, pris de panique et de rage, leva son fusil et tira. Le coup partit dans le vacarme général, mais Samuel avait déjà bougé. Le jeune homme n'eut pas le temps de recharger. Selon le témoignage d'une esclave nommée Dina, qui observait la scène cachée sous le plancher surélevé de sa cabane, Samuel se déplaçait avec une fluidité impossible, comme s'il anticipait chaque mouvement de ses adversaires.
En l'espace de quelques secondes, Antoine s'effondra, une entaille profonde à la cuisse. Augustin fit feu à son tour, mais dans l'obscurité et la confusion, son tir ne porta pas. Il tenta de recharger tout en reculant, mais Samuel était déjà sur lui. Le combat qui s'ensuivit, si l'on peut appeler cela un combat, fut bref et brutal. Augustin Delacroix, malgré son expérience de chasseur et sa force physique, ne faisait pas le poids face à un adversaire qui semblait connaître chacun de ses mouvements avant qu'il ne les exécute. En moins d'une minute, Augustin gisait au sol, mortellement blessé mais pas encore mort. Samuel ne s'attarda pas. Il continua sa marche méthodique à travers la plantation. Les événements qui suivirent prirent une tournure encore plus incompréhensible. Alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que Samuel cherche à fuir, à mettre le plus de distance possible entre lui et la plantation, il fit exactement l'inverse. Il semblait suivre un plan précis, se déplaçant d'un point à un autre de la propriété avec une détermination implacable. Sa destination suivante fut la maison principale. Céleste Delacroix s'y trouvait avec ses 2 filles cadettes, Amélie, 16 ans, et Louise, 14 ans, ainsi que 3 domestiques. En entendant les coups de feu et les cris, Céleste avait fait barricader les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée. Les femmes s'étaient réfugiées à l'étage, dans la chambre principale qui disposait d'une porte épaisse et d'une serrure solide. Vers 1h du matin, Samuel atteignit la maison. Ce qui se passa ensuite fut reconstitué grâce au témoignage d'Amélie Delacroix, la seule de la famille à survivre à cette nuit. Selon ses dires, Samuel ne tenta pas de forcer les barricades. Il fit simplement le tour de la maison, testant méthodiquement chaque accès. Puis il disparut pendant près de 20 minutes. Lorsqu'il réapparut, il avait trouvé un moyen d'entrer par le toit, en passant par une lucarne du grenier que personne n'avait pensé à sécuriser. Les femmes entendirent ses pas au-dessus d'elles, dans le grenier, puis sur les marches de l'escalier intérieur qui descendait vers l'étage. Céleste ordonna aux domestiques de pousser un lourd meuble contre la porte de la chambre. Elles attendirent, terrifiées, armées de ce qu'elles avaient pu trouver, un tisonnier, un chandelier, un coupe-papier. Samuel ne tenta pas de forcer la porte immédiatement. À la place, il frappa 3 coups lents et réguliers, comme s'il annonçait poliment sa présence. Puis sa voix s'éleva, claire et posée, dans un français parfait teinté d'un accent que personne ne put identifier. « Madame Delacroix, j'ai quelque chose qui vous appartient, quelque chose que votre époux m'a pris. » Céleste, rassemblant son courage, demanda de quoi il parlait, ce qu'il voulait. Samuel répondit d'une voix toujours étrangement calme, qu'il voulait simplement récupérer ce qui lui avait été volé, que si elle lui restituait cet objet, il partirait sans toucher à personne dans cette pièce. Mais Céleste n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle le lui dit, sa voix tremblante trahissant sa terreur. Il y eut un long silence. Puis Samuel commença à forcer la porte. Le meuble céda après plusieurs minutes d'efforts soutenus. La porte s'ouvrit et Samuel entra dans la chambre. Ce qui suivit fut décrit par Amélie dans un témoignage qu'elle ne donna que plusieurs années plus tard, lorsqu'elle fut jugée suffisamment stable mentalement pour être interrogée. Samuel ne se comporta pas comme un homme pris de folie meurtrière. Il se déplaça dans la pièce avec méthode, écartant les domestiques qui tentaient pathétiquement de le frapper avec leurs armes improvisées. Il les blessa, mais ne les tua pas sur le coup. Il semblait chercher quelque chose. Il se dirigea vers la grande armoire en acajou qui contenait les effets personnels d'Augustin. Il l'ouvrit et commença à fouiller systématiquement son contenu, jetant les vêtements et les documents au sol. Céleste tenta de profiter de cette distraction pour s'enfuir avec ses filles, mais Samuel se retourna avec une rapidité surnaturelle et lui barra la route. « Où est-il » demanda-t-il simplement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez » cria Céleste, au bord de l'hystérie. Samuel la regarda longuement, comme s'il évaluait la sincérité de sa réponse. Puis il sembla prendre une décision. Il saisit Céleste par le bras et la traîna vers la fenêtre. Là, il désigna la cour en contrebas où gisaient les corps d'Augustin et d'Antoine. « Votre mari m'a volé ma liberté, mes papiers d'affranchissement, émis légalement à la Nouvelle-Orléans il y a 3 ans.
Il les a achetés à un homme nommé Pemberton, qui les avait détruits pour pouvoir continuer à me vendre comme esclave. Votre mari le savait. Il a participé à cette fraude. » Céleste, tremblante, jura qu'elle ignorait tout de cela. Samuel parut hésiter un instant. Puis il dit quelque chose qui glaça le sang d'Amélie, cachée sous le lit où elle s'était réfugiée. « Peu importe. Votre mari a payé pour son crime, mais le compte n'est pas complet. » Ce qu'il voulait dire par là ne fut jamais clairement établi. Il relâcha Céleste, qui s'effondra en sanglotant. Puis il se tourna vers les domestiques blessés et leur trancha la gorge avec une efficacité clinique. Amélie, témoin de cette scène depuis sa cachette, perdit connaissance. Lorsqu'elle reprit ses esprits, Samuel avait disparu. Sa mère et sa sœur Louise gisaient mortes dans la chambre. Elle était seule, couverte de leur sang. Pendant ce temps, à environ 2 miles de là, chez les Laval, une autre tragédie se déroulait en parallèle. Édouard Laval et sa famille s'étaient couchés vers 23 heures, sans imaginer qu'ils ne reverraient jamais l'aube. Ce qui est particulièrement troublant dans les événements de cette nuit, c'est la question de la chronologie et de la logistique. Comment un seul homme aurait-il pu frapper simultanément à 2 endroits distants de 2 miles l'un de l'autre? Cette question hanta les enquêteurs et alimente encore aujourd'hui les spéculations les plus diverses. Selon le témoignage de Marie Laval, épouse d'Édouard et unique survivante de cette branche de la famille, les événements chez eux commencèrent vers 1h15 du matin, donc à peu près au moment où Samuel se trouvait dans la chambre de Céleste Delacroix. Marie fut réveillée par des bruits étranges provenant du rez-de-chaussée de leur maison. Elle secoua son mari, qui se leva en maugréant, persuadé qu'il s'agissait simplement d'esclaves chapardant de la nourriture dans les cuisines, chose qui se produisait occasionnellement malgré les punitions. Édouard descendit, une chandelle à la main. Ce qu'il vit le fit reculer d'horreur. Le contremaître de sa plantation, un homme nommé Caleb Brewster, gisait dans le hall d'entrée, baignant dans son sang. Les portes et fenêtres du rez-de-chaussée étaient ouvertes, alors qu'elles avaient été solidement fermées avant le coucher. Avant qu'Édouard puisse remonter alerter sa famille, une silhouette émergea de l'ombre. Marie, qui avait suivi son mari à distance, vit un homme de forte carrure, le visage dissimulé par l'obscurité, se jeter sur Édouard. Le combat fut bref. Édouard s'effondra, mortellement blessé. Marie s'enfuit en hurlant vers l'étage, réveillant ses enfants. Son fils Mathieu, celui qui avait dîné chez les Delacroix quelques heures plus tôt, se précipita hors de sa chambre, armé de son fusil de chasse. Il descendit les marches 4 à 4, prêt à défendre sa famille. Il ne remonta jamais. Marie et ses 2 filles cadettes se barricadèrent dans la chambre principale. Elles entendirent des bruits de lutte, des meubles renversés, puis un silence terrible. Puis des pas lourds montèrent l'escalier. Ce qui suivit fut identique à ce qui s'était passé chez les Delacroix. L'homme frappa méthodiquement à la porte, puis demanda d'une voix calme où se trouvaient certains documents. Marie, terrifiée, ne comprenait pas de quoi il parlait. Contrairement à ce qui s'était passé chez les Delacroix, l'homme ne força pas la porte immédiatement. Il resta là, de l'autre côté, attendant. Marie entendait sa respiration régulière, presque méditative. Puis, après ce qui lui sembla une éternité, mais ne dura probablement que quelques minutes, l'homme parla à nouveau. « Votre mari a accepté $200 de Josiah Pemberton pour témoigner que mes papiers d'affranchissement étaient des faux. Il a menti sous serment. Sa signature figure sur un document qui a détruit ma vie. » Marie jura qu'elle ne savait rien de cela, que son mari était un honnête homme. L'homme de l'autre côté de la porte laissa échapper un rire bref et sans joie. Un honnête homme. Qui possédait 140 esclaves, qui fouettait personnellement ceux qui tentaient de s'enfuir, qui séparait les familles pour maximiser ses profits. Un honnête homme. Puis, il commença à forcer la porte. Marie et ses filles tentèrent de s'échapper par la fenêtre, mais elles se trouvaient au 2e étage. Marie poussa ses filles sur le balcon, leur ordonnant de sauter dans les buissons en contrebas. L'aînée, Rosalie, âgée de 16 ans, hésita trop longtemps.
Lorsque la porte céda, elle était encore dans la chambre. Marie sauta la dernière, se brisant la cheville dans sa chute. Elle entendit les cris de sa fille Rosalie s'interrompre brusquement. Puis plus rien. Claudine, sa fille cadette de 14 ans, aida Marie à se relever, et ensemble elles se traînèrent vers les champs de canne à sucre où elles se dissimulèrent. De là, elles virent des flammes commencer à consumer la maison familiale. Si ce récit vous glace le sang jusqu'aux os, prenez un instant pour laisser un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qui s'est réellement passé cette nuit-là. Votre engagement permet de faire connaître ces histoires oubliées. L'aube du 24 août 1847 se leva sur un paysage d'horreur. Lorsque les premières patrouilles de miliciens arrivèrent, alertées par les lueurs des incendies visibles à des miles à la ronde, elles découvrirent un tableau apocalyptique qui hanterait leur cauchemar pour le reste de leur vie. Sur la plantation Delacroix, on dénombra 23 corps. Augustin Delacroix et son fils Antoine, Céleste Delacroix et sa fille Louise, 3 contremaîtres, 4 surveillants, 2 comptables, le régisseur et son assistant, 7 domestiques blancs et 3 visiteurs qui avaient eu le malheur de se trouver là cette nuit-là. Tous portaient des blessures infligées par des lames, des entailles d'une précision troublante qui suggéraient une connaissance approfondie de l'anatomie humaine. Le capitaine de milice, un vétéran nommé Ezra Thompson, qui avait combattu contre les Séminoles en Floride, admit plus tard n'avoir jamais vu pareille scène, même sur les champs de bataille. Ce qui le frappait n'était pas tant le nombre de victimes que la méthodologie évidente derrière chaque mort. Certains corps avaient été disposés de manière presque cérémonielle, comme si le tueur avait voulu faire passer un message. Chez les Laval, 14 corps furent retrouvés dans les décombres fumants de la maison et dispersés sur la propriété. Édouard Laval et son fils Mathieu, le contremaître Caleb Brewster, Rosalie Laval, 3 surveillants et 7 autres employés ou visiteurs blancs. Les flammes avaient ravagé la maison principale, mais l'examen des corps récupérés révéla que la plupart étaient déjà morts avant que l'incendie ne soit allumé. Au total, 37 personnes blanches avaient été tuées cette nuit-là. Aucun esclave n'avait été blessé, si ce n'est le palefrenier Jacob, retrouvé près des écuries de la Croix, qui semblait avoir été la première victime de la nuit. Les survivants furent interrogés immédiatement, certains encore en état de choc profond. Silas Garrett, grièvement blessé mais conscient, identifia formellement Samuel comme l'auteur du massacre chez les Delacroix. Mais son témoignage contenait des incohérences troublantes. Il affirmait que Samuel s'était déplacé avec une vitesse presque surnaturelle, qu'il semblait connaître à l'avance chaque mouvement de ses victimes. C'était comme s'il pouvait lire dans nos pensées, déclara-t-il tremblant. Il savait où je cacherais mon arme de rechange. Il savait que Delacroix tenterait de fuir par la porte arrière. Comment pouvait-il savoir ? Marie Laval, malgré le choc et la douleur de sa cheville brisée, affirma que son agresseur correspondait à la description de Samuel, bien qu'elle ne l'eût jamais vu auparavant et qu'elle n'ait pas pu distinguer clairement ses traits dans l'obscurité. Mais elle aussi mentionna des détails étranges. « Il parlait comme un homme éduqué », dit-elle. « Pas comme un esclave. Il citait des passages de la Bible, des philosophes. Comment un esclave aurait-il pu acquérir une telle érudition ?» Amélie Delacroix, retrouvée en état de choc dans la chambre de sa mère, confirma également l'identité de Samuel. Son témoignage détaillé de ce qui s'était passé dans la chambre constitua l'une des principales sources d'informations sur les événements de cette nuit. Mais elle aussi rapporta quelque chose d'inexplicable. Avant de quitter la pièce, Samuel s'était retourné vers elle, caché sous le lit, bien qu'il ne puisse logiquement pas savoir qu'elle s'y trouvait. « Il m'a regardé droit dans les yeux », raconta-t-elle plus tard, « et il m'a dit « Vis » et témoigne de ce qui arrive quand on vole à un homme son humanité. Mais plusieurs éléments ne cadraient pas avec la théorie d'un tueur solitaire. Comment un seul homme avait-il pu tuer 37 personnes en l'espace de quelques heures sur 2 plantations distantes de 2 miles? Les victimes n'avaient pas toutes été tuées de la même manière. Certaines portaient des marques de coups de feu, d'autres de coups de couteau. D'autres encore avaient été étranglées,
ou frappés à la tête avec des objets contondants. L'analyse des blessures suggérait au moins 3 styles de combat différents, 3 niveaux de force physique distincts. De plus, plusieurs esclaves des 2 plantations affirmèrent avoir vu non pas un, mais plusieurs hommes cette nuit-là. Une femme nommée Esther, qui travaillait dans les champs de coton des Delacroix, jura avoir vu 2 silhouettes différentes se déplacer entre les cabanes. L'une était grande et massive, décrivit-elle malgré les menaces des interrogateurs. L'autre plus petite, plus rapide. Elles bougeaient ensemble, comme si elles dansaient. Un homme du nom de Jonas, forgeron chez les Laval, déclara avoir aperçu 3 hommes armés entrer dans la maison principale. « Je les ai vus aussi clairement que je vous vois maintenant », insista-t-il, même après avoir été fouetté pour avoir osé contredire la version officielle. 3 hommes, différents. Ils se déplaçaient avec une coordination militaire. Ces témoignages furent immédiatement mis en doute par les autorités. Elles les attribuèrent à la confusion et à la terreur qui régnait cette nuit-là, à la difficulté de voir clairement dans l'obscurité. Mais certains détails étaient impossibles à ignorer. Esther décrivit l'un des hommes qu'elle avait vu comme portant un chapeau à large bord et une longue veste noire, vêtements que Samuel ne portait certainement pas selon tous les autres témoignages. Jonas mentionna que l'un des 3 hommes qu'il avait aperçu boitait notablement de la jambe droite. Détail très spécifique que plusieurs autres esclaves confirmèrent indépendamment, alors que personne n'avait jamais décrit Samuel comme boiteux. Une autre incohérence majeure concernait l'armement. Samuel aurait utilisé au moins 5 armes différentes au cours de la nuit. Un coutelas de plantation, une longue lame fine et effilée ressemblant à une épée de duel, un fusil à canon long, un pistolet de cavalerie, et selon certains témoignages, une hache à double tranchant. Où aurait-il trouvé un tel arsenal? Comment aurait-il pu les transporter tout en se déplaçant avec la rapidité décrite par les témoins? Un homme seul aurait été surchargé, ralenti. Pourtant, tous les témoins blancs décrivaient Samuel comme incroyablement rapide et agile. L'examen des scènes de crime révéla d'autres mystères. Dans la maison de la Croix, certains meubles avaient été déplacés avec une force considérable. Une armoire en acajou massif pesant plusieurs centaines de livres avait été renversée. Un seul homme, même très fort, aurait eu du mal à accomplir cela rapidement et silencieusement. De plus, des traces de pas de taille différentes furent découvertes dans le sang et la boue autour des 2 propriétés. Les enquêteurs tentèrent d'abord de les attribuer aux victimes en fuite, mais certaines empreintes menaient directement des scènes de meurtre vers les champs, suggérant qu'elles appartenaient aux agresseurs. Malgré ces questions embarrassantes, les autorités conclurent rapidement que Samuel était le principal coupable, probablement aidé par quelques complices parmi les esclaves des 2 plantations. Un avis de recherche fut émis, offrant une récompense de $1000 pour sa capture, mort ou vif. Le montant fut rapidement augmenté à $1500, une somme considérable qui mobilisa des chasseurs de primes de 3 États différents. Des patrouilles ratissèrent la région pendant des semaines. Chaque plantation dans un rayon de 50 miles fut fouillée, chaque esclave interrogé sous la menace du fouet, ou pire. Les bayous furent explorés avec des chiens de chasse. Des barrages furent établis sur toutes les routes principales. Mais Samuel semblait s'être volatilisé comme fumée dans le vent. Cette disparition totale alimenta les spéculations les plus folles. Certains affirmaient qu'il avait été aidé par des abolitionnistes du Nord, qu'un réseau secret l'avait fait sortir de Louisiane. D'autres murmuraient qu'il s'était noyé en tentant de traverser un bayou et que son corps ne serait jamais retrouvé. Quelques voix, rapidement réduites au silence, suggéraient qu'il n'avait peut-être jamais existé, que Samuel n'était qu'un nom inventé pour masquer une conspiration beaucoup plus vaste. Puis, 3 semaines après le massacre, un événement étrange bouleversa l'enquête et raviva toutes les questions. Un paquet arriva au bureau du shérif du comté de Terrebonne, livré par un courrier tremblant qui affirma l'avoir reçu d'un homme noir,
correspondant à la description de Samuel, à environ 50 miles au nord, près de Bâton Rouge. Le courrier, un blanc pauvre qui transportait occasionnellement du courrier pour gagner quelques cents, raconta que l'homme lui avait donné 10 dollars en or pour livrer le paquet, une somme astronomique qui avait d'abord éveillé ses soupçons avant que la cupidité ne l'emporte. « Il m'attendait à un croisement de route », déclara le courrier. Assis sur un tronc d'arbre, aussi calme que si nous avions rendez-vous. Il m'a tendu le paquet et l'argent, m'a donné l'adresse, et puis il est parti dans les bois. Je n'ai même pas pensé à essayer de le suivre ou de le capturer. Quelque chose dans son regard m'a glacé le sang. Le paquet contenait 2 éléments qui changèrent complètement la nature de l'affaire. Le premier était un document officiel, authentifié par des sceaux et des signatures que des experts confirmèrent rapidement comme authentiques, prouvant que Samuel Enoch, homme de couleur libre, avait effectivement été légalement affranchi à la Nouvelle-Orléans en mars 1844. Le document portait la signature de Josiah Pemberton, reconnaissant avoir émancipé Samuel en échange de services rendus et d'une somme de 1000 dollars reçus en totalité. La validité légale du document était indiscutable. Il avait été enregistré auprès des autorités de la Nouvelle-Orléans, avec tous les tampons et certifications requis. Le second élément était une lettre manuscrite de 12 pages, rédigée dans un français élégant et cultivé qui aurait fait honneur à n'importe quel homme de lettres, détaillant non seulement les événements ayant conduit à la nuit du massacre, mais aussi une critique dévastatrice et philosophiquement sophistiquée du système esclavagiste tout entier. Selon cette lettre, Samuel Enoch était né esclave dans une plantation du Mississippi en 1812. Sa mère, selon ce qu'elle lui avait raconté avant sa mort, descendait de gens libres de couleur de Saint-Domingue qui avaient été capturés et réduits en esclavage lors des troubles qui suivirent la Révolution haïtienne. Son père était inconnu, probablement le propriétaire blanc de la plantation ou l'un de ses fils. Samuel avait été vendu plusieurs fois au cours de sa vie, travaillant dans différentes plantations et villes. Mais contrairement à la plupart des esclaves, il avait eu la chance extraordinaire d'avoir accès à l'éducation. L'un de ses premiers maîtres, un Français excentrique et vieillissant qui vivait à la Nouvelle-Orléans, avait pris plaisir à enseigner à ses esclaves domestiques la lecture, l'écriture et même les rudiments de philosophie et de mathématiques. Il disait que cela prouvait que nous étions aussi humains et capables que les Blancs, écrivait Samuel. Mais cette preuve ne changea jamais notre statut. Nous restions sa propriété, aussi éduqués que nous fussions. À la Nouvelle-Orléans, Samuel avait appris le métier de charpentier auprès d'un artisan qualifié. Il avait développé des compétences exceptionnelles et avait économisé de l'argent en louant ses services pendant son temps libre, pratique tolérée par certains propriétaires qui y voyaient un moyen de profit supplémentaire. Pendant 12 ans, chaque cent qu'il gagnait était mis de côté dans l'espoir d'acheter sa liberté. En 1844, son maître de l'époque, Josiah Pemberton, traversait des difficultés financières dues à de mauvais investissements et à ses habitudes de jeu. Samuel lui avait proposé un marché. Il paierait 1000 dollars pour sa liberté, somme qu'il avait réussi à accumuler au fil des années par un mélange d'économie, de travail acharné et même de quelques paris judicieux lors des courses de chevaux. Pemberton, désespéré d'argent, avait accepté et avait signé les papiers d'affranchissement devant notaire. Pendant 3 ans, j'ai vécu comme homme libre à la Nouvelle-Orléans, continuait la lettre. J'ai travaillé comme charpentier indépendant. J'ai loué une petite maison dans le quartier des gens de couleur libre. J'ai économisé pour un jour pouvoir racheter la liberté de ma femme Séraphine et de mes 2 enfants, Thomas et Marie, qui appartenait à un planteur du nom de Duchamp. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir qu'un jour, ma famille serait réunie et libre. Mais en mai 1847, Pemberton, à nouveau criblé de dettes après avoir perdu une fortune au poker, avait conçu un plan abominable. Il avait fait enlever Samuel de son logement par des hommes de main, l'avait séquestré pendant plusieurs jours, puis avait détruit ses papiers d'affranchissement. Lorsque Samuel avait protesté, Pemberton l'avait simplement fait battre jusqu'à ce qu'il se taise.
Pemberton avait ensuite organisé une fausse audience légale où il présentait Samuel comme un esclave fugitif se faisant passer pour homme libre avec de faux documents. Édouard Laval, ami et associé de Pemberton dans diverses entreprises commerciales douteuses, avait témoigné lors de cette audience que les papiers d'affranchissement étaient effectivement frauduleux, bien qu'il n'eût aucune preuve réelle pour étayer cette affirmation et qu'il n'ait probablement jamais vu les documents originaux. Le juge, un homme nommé Carlson, était dans la poche de Pemberton, écrivait Samuel. Il avait des dettes de jeu envers lui. L'audience dura moins d'1 heure. Mes protestations furent ignorées. La parole d'un homme noir, même libre, ne valait rien face à celle de 2 blancs respectés. En l'espace d'1 jour, je suis passé d'homme libre à esclave. Samuel avait été vendu à Augustin Delacroix pour $800, bien en dessous de sa valeur marchande réelle. Pemberton préférant s'en débarrasser rapidement pour éviter que la fraude ne soit découverte. Delacroix, selon la lettre, connaissait parfaitement la situation. Il savait que j'étais légalement libre, affirmait Samuel. Pemberton lui avait tout expliqué en confidence, et Delacroix avait accepté le marché avec enthousiasme. Il voyait cela comme une excellente affaire. Un artisan qualifié à prix réduit. La lettre continuait en expliquant que Samuel avait passé les premières semaines chez les Delacroix, dans un état de rage et de désespoir qui alternait comme les marées. Il avait d'abord envisagé de simplement s'enfuir, de rejoindre les États du Nord ou même le Canada via le réseau clandestin du chemin de fer souterrain dont il avait entendu parler. Mais plusieurs facteurs l'en avaient dissuadé. D'abord, sa famille. S'il s'enfuyait, il ne reverrait jamais Séraphine et ses enfants. De plus, Pemberton avait menacé de les vendre dans les plantations de canne à sucre de Louisiane, où les conditions étaient notoirement brutales et l'espérance de vie courte, si jamais Samuel tentait quoi que ce soit. Ensuite, la colère. Une rage froide et calculée avait commencé à remplacer son désespoir initial. « J'ai réalisé que fuir serait une forme de capitulation », écrivait-il. Que cela validerait le système qui m'avait détruit. J'ai commencé à penser à la justice. Pas la justice blanche de vos tribunaux corrompus, mais une justice plus ancienne, plus fondamentale. Samuel décrivait ensuite comment il avait passé les semaines suivantes à observer minutieusement la plantation de la croix, à mémoriser chaque détail, chaque routine, chaque point faible de la sécurité. Comment il avait découvert où Augustin cachait ses armes, où les surveillants gardaient leurs pistolets, comment les patrouilles se déplaçaient la nuit. Mais surtout, il décrivait comment il avait découvert, lors d'un jour où il réparait les planches du bureau d'Augustin, que celui-ci conservait ses papiers d'affranchissement originaux dans un coffre secret dissimulé dans le mur. Il les gardait comme une forme d'assurance, m'expliquait la lettre, pour s'assurer que je ne pourrais jamais prouver mon statut d'homme libre, même si je parvenais à m'échapper et à atteindre des autorités honnêtes. La découverte de ce fait avait transformé la rage de Samuel en une détermination glaciale. À ce moment-là, j'ai su qu'il devait mourir. Lui et tous ceux qui avaient participé à ce crime contre moi. Le récit que Samuel faisait de la nuit du massacre était froid, méthodique, dépourvu de remords. Il décrivait avoir attendu une nuit sans lune, une nuit où la visite des Laval fournirait l'occasion parfaite. Il expliquait comment il avait d'abord tué le palefrenier Jacob, non par cruauté, mais parce que le jeune homme l'avait surpris en train de récupérer des armes dans l'écurie. Sa mort fut rapide, il n'a pas souffert, c'était le seul innocent cette nuit-là. Puis Samuel décrivait sa progression méthodique à travers la plantation, tuant d'abord les surveillants et contremaîtres, ceux qui maintenaient le système par la violence quotidienne. Chacun d'eux avait du sang sur les mains. Chacun avait fouetté, torturé, violé. Je ne faisais que rendre justice. Concernant Augustin et Céleste Delacroix, Samuel était particulièrement détaillé. Il décrivait comment il avait confronté Augustin mourant, comment il lui avait montré les papiers d'affranchissement récupérés du coffre secret, comment il avait vu la reconnaissance et la peur dans les yeux du propriétaire. Il savait pourquoi il mourait. C'était important pour moi qu'il le sache. Pour Céleste, il exprimait un fragment de regret. Elle n'avait peut-être pas participé directement au complot, mais elle avait profité de mon esclavage.
Elle avait vécu dans le luxe construit sur ma souffrance, et celle de centaines d'autres. Dans une guerre, il n'y a pas d'innocents du côté des oppresseurs. Concernant les événements chez les Laval, la lettre devenait plus vague. Samuel admettait avoir tué Édouard Laval et son fils, ainsi que plusieurs de leurs employés. Mais il ne fournissait pas le même niveau de détail que pour les meurtres chez les Delacroix. Cette omission fut remarquée par les enquêteurs et alimenta les spéculations sur la présence possible de complices. La lettre se terminait par une réflexion philosophique qui troubla profondément ceux qui la lurent. « Vous me traquerez, et peut-être me capturerez-vous. Vous me pendrez ou me brûlerez, et vous direz que justice a été faite. Mais sachez ceci, je n'ai fait que reprendre ce qui m'appartenait. Ma liberté, ma dignité, ma vengeance. Chaque homme, chaque femme que j'ai tué cette nuit, participait, directement ou indirectement, à un système qui nie mon humanité et celle de millions d'autres. Leurs morts sont une goutte d'eau face à l'océan de souffrance que votre peuple a infligé au mien. Vous construisez votre civilisation sur nos dos brisés, vous édifiez vos églises avec l'argent de notre sueur et de notre sang, vous priez votre Dieu de bonté tout en nous refusant l'essence même de l'humanité. Et vous vous étonnez quand l'un de nous se lève et dit « Assez, je ne suis qu'un parmi des millions, et notre patience a des limites. Un jour viendra où l'édifice entier que vous avez construit s'effondrera sous le poids de ses propres contradictions. J'aurais aimé vivre assez pour voir ce jour. Mais même si je ne le vois pas, je meurs en sachant qu'il viendra. » La lettre n'était pas signée, mais l'écriture fut comparée à des documents de travail signés par Samuel lors de son séjour à la Nouvelle-Orléans, notamment des factures et des contrats de charpenterie. L'expertise graphologique, discipline alors naissante, conclut avec un degré de certitude élevé qu'il s'agissait de la même main. De plus, le niveau d'éducation démontré dans la lettre correspondait aux informations recueillies sur Samuel auprès de ceux qui l'avaient connu à la Nouvelle-Orléans. Cette lettre créa un profond malaise parmi les autorités et la population blanche de Louisiane. Si son contenu était véridique, cela signifiait qu'un homme légalement libre avait été criminellement réduit en esclavage, et que le massacre était un acte de vengeance pour cette injustice soutenue par la complicité de membres respectés de la société. Cela soulevait des questions extrêmement embarrassantes sur la corruption du système judiciaire, sur les pratiques frauduleuses de certains propriétaires terriens, sur les fondements moraux de l'esclavage lui-même. Des voix commencèrent à s'élever, timidement d'abord, pour suggérer que peut-être Samuel n'était pas simplement un meurtrier fou, mais un homme poussé à bout par une injustice intolérable. Ces voix furent rapidement et violemment réduites au silence. Un éditorial dans un journal de la Nouvelle-Orléans qui osait poser la question de la légitimité des actions de Samuel provoqua une émeute. L'éditeur fut contraint de publier des excuses et de fuir la ville. Mais d'autres éléments de l'enquête continuaient à ne pas correspondre au récit d'un tueur solitaire, même un tueur aussi motivé et méthodique que Samuel se présentait dans sa lettre. Les témoignages des esclaves, malgré toutes les tentatives pour les discréditer ou les faire changer leurs histoires par la violence, pointaient obstinément vers la participation de plusieurs hommes. Un médecin légiste du nom de Hawthorne, appelé de la Nouvelle-Orléans pour examiner les corps, établit que les décès chez les Delacroix et chez les Laval s'étaient produits dans des fenêtres de temps qui se chevauchaient significativement. À moins que cet homme ne puisse se déplacer à la vitesse d'un cheval au galop, écrivit-il dans son rapport, il est physiquement impossible qu'il ait commis tous ces meurtres seul dans le laps de temps indiqué. De plus, des objets avaient été volés dans les deux maisons. Environ 3 000 $ en argent et en or. Des bijoux d'une valeur considérable, et de manière plus étrange, de nombreux documents légaux et financiers. Cette dernière catégorie de vol suggérait soit un mobile de vengeance s'étendant au-delà de Samuel, soit une tentative de dissimuler d'autres fraudes et malversations. Certains enquêteurs, notamment un détective privé engagé par la famille d'une des victimes, commencèrent à émettre l'hypothèse qu'il s'agissait en réalité d'une révolte d'esclaves soigneusement planifiée,
impliquant peut-être une douzaine de participants ou plus, et que Samuel n'était que le visage public de cette conspiration, le nom sur lequel concentrer la culpabilité pour éviter d'admettre l'ampleur réelle de l'organisation. Cette théorie gagnait en crédibilité lorsque, 6 semaines après le massacre, un événement vint apparemment tout résoudre, tout en soulevant de nouvelles questions. Le corps d'un homme noir correspondant approximativement à la description de Samuel fut retrouvé dans un bayou isolé à environ 30 miles au sud-ouest de la plantation de la Croix. Le corps était dans un état de décomposition très avancé, rendu encore plus difficile à identifier par le fait qu'il avait manifestement été dans l'eau pendant plusieurs semaines et que des alligators et autres charognards l'avaient sérieusement endommagé. Néanmoins, plusieurs détails permirent une identification présumée. La taille, estimée à environ 6 pieds, la corpulence robuste malgré la décomposition, et surtout une cicatrice distinctive sur l'avant-bras droit que plusieurs témoins avaient mentionné chez Samuel, résultat d'un accident de travail survenu des années auparavant. Ce qui était étrange, c'est que le corps portait des blessures qui n'avaient aucun rapport avec le massacre ou une fuite à travers les bayous. L'homme avait été abattu de 3 balles dans le dos, tiré à bout portant selon l'examen médical. Les blessures suggéraient une exécution plutôt qu'un combat. Puis le corps avait été lesté avec des pierres et jeté dans l'eau. Mais les liens s'étaient apparemment défaits avec le temps et la décomposition, permettant au cadavre de remonter à la surface. Les autorités conclurent que Samuel avait probablement été tué par des chasseurs de primes ou par une patrouille de vigilants qui, pour des raisons inconnues, avaient ensuite jeté son corps dans le bayou plutôt que de le ramener pour réclamer la généreuse récompense de $1500. Mais cette explication ne satisfaisait personne. Pourquoi des chasseurs de primes auraient-ils renoncé à une telle somme? Certains suggérèrent qu'il s'agissait peut-être d'une vengeance personnelle, que les tueurs de Samuel étaient des parents ou des amis des victimes qui voulèrent sa mort plutôt que sa capture. Mais alors, pourquoi cacher le corps? Pourquoi ne pas le ramener comme trophée, comme preuve de leur vengeance accomplie? Et surtout, l'expertise médicale établit que le corps était dans l'eau depuis au moins 4 semaines, probablement plus. Cela signifiait que l'homme était mort aux alentours du 27 ou 28 août, soit seulement 3 ou 4 jours après le massacre, et plus de 2 semaines avant que le paquet avec la lettre ne soit livré au shérif. Si c'était vraiment Samuel qui avait écrit et envoyé la lettre, quelqu'un d'autre qui aurait eu accès à ses pensées et à ses plans, un complice qui aurait continué son œuvre après sa mort, ou peut-être la lettre avait-elle été écrite avant les meurtres, confiée à quelqu'un avec des instructions de l'envoyer après un certain délai. Mais dans ce cas, comment Samuel aurait-il pu décrire les événements de la nuit avec autant de précision et de détails? Certains commencèrent à douter que le corps retrouvé fût réellement celui de Samuel. La décomposition était telle qu'une identification formelle était impossible sans les techniques médico-légales modernes qui n'existaient pas encore. La cicatrice sur l'avant-bras pouvait être une coïncidence, ou même avoir été créée post-mortem pour faire croire à l'identité de Samuel. Quelques voix s'élevèrent pour suggérer que ce cadavre n'était qu'un leurre, qu'un autre esclave avait été tué et jeté dans le bayou avec juste assez de marques distinctives pour être pris pour Samuel, permettant au vrai Samuel de disparaître sans poursuite. Cette théorie impliquait un niveau de planification et de sophistication encore plus troublant que le massacre lui-même. Elle suggérait que Samuel, ou l'organisation derrière lui, avait anticipé la traque qui suivrait et avait préparé un faux cadavre pour y mettre fin. L'affaire fut officiellement close en novembre 1847, 3 mois après le massacre. Les autorités déclarèrent que Samuel Enoch, homme de couleur libre illégalement réduit en esclavage, qui avait perpétré un massacre en représailles, était mort, probablement tué par des justiciers, et que l'ordre était rétabli. Le cas était clos. Mais sous cette fermeture officielle, les questions continuaient à bouillonner. Les plantations de la Croix et Laval furent vendues aux enchères pour payer les dettes des familles décimées et compenser les parents des victimes. Les esclaves furent dispersés, vendus à différents propriétaires à travers la Louisiane et le Mississippi.
Plusieurs d'entre eux disparurent mystérieusement lors des transferts, ajoutant au mystère. Les survivants tentèrent de reconstruire leur vie brisée, mais aucun ne s'en remit vraiment. Amélie Delacroix, traumatisée à vie par ce qu'elle avait vu, fut envoyée vivre chez des parents à la Nouvelle-Orléans. Elle ne parla jamais publiquement de cette nuit, si ce n'est lors de ses témoignages officiels initiaux. Elle vécut recluse, refusant tous les prétendants, et mourut en 1868, à l'âge de 37 ans, sans s'être jamais mariée. Dans ses papiers personnels, retrouvés après sa mort, figurait une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée, adressée au gouverneur de Louisiane. Dans cette lettre, rédigée en 1856, 9 ans après les événements, elle révélait un détail qu'elle n'avait jamais mentionné dans ses témoignages officiels. Samuel lui avait parlé longuement cette nuit-là, avant de tuer sa mère et sa sœur. Il lui avait raconté son histoire, lui avait montré ses papiers d'affranchissement qu'il avait trouvés dans le bureau de son père, cachés dans le coffre secret. Il lui avait expliqué calmement, méthodiquement, pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Il voulait que je comprenne, écrivait Amélie. Il voulait qu'au moins une personne blanche sache la vérité. Il m'a dit: tu vivras. Et un jour, quand tu seras plus âgé, quand tu comprendras vraiment le monde dans lequel tu vis, tu témoigneras de ce qui arrive quand on vole à un homme son humanité. Pas maintenant. Les gens ne sont pas prêts à entendre. Mais un jour, Amélie expliquait qu'elle avait gardé le silence pendant toutes ces années parce qu'elle avait peur, mais aussi parce qu'elle n'était pas certaine de comprendre ce que Samuel avait voulu dire. Ce n'est qu'avec le temps, en voyant les tensions croissantes entre le Nord et le Sud, en lisant les écrits des abolitionnistes, en réfléchissant aux fondements moraux de son monde, qu'elle avait commencé à saisir. Mais même alors, elle n'envoya jamais la lettre. Peut-être par peur des conséquences sociales, peut-être par honte, peut-être parce qu'elle savait que personne ne voudrait croire qu'un esclave avait pu avoir raison contre les piliers respectés de la société louisianaise. Marie Laval et sa fille Claudine parvinrent à reconstruire une vie, bien que marquées à jamais. Elles déménagèrent en Caroline du Sud, où elles vécurent sous des noms empruntés jusqu'à leur mort. Marie ne se remaria jamais. Selon les rares témoignages de ceux qui la connurent dans sa nouvelle vie, elle ne dormait jamais dans l'obscurité complète, gardant toujours une chandelle allumée, terrorisée par les ombres et les bruits de la nuit. Silas Garrett survécut à ses blessures, mais perdit définitivement l'usage de sa main droite. Il quitta la Louisiane pour le Texas, où il tenta diverses entreprises, toutes vouées à l'échec. Il sombra progressivement dans l'alcoolisme et la paranoïa. Il affirmait souvent que Samuel le hantait, qu'il le voyait dans les ombres, qu'il entendait ses pas la nuit. Il mourut en 1853 dans une rixe de bar à San Antonio. Selon les témoins, ses dernières paroles furent: « Il savait tout ce que j'allais faire, tous mes secrets, tous mes crimes. Comment un homme peut-il savoir tant de choses ?» Quant à Samuel Enoch, s'il survécut réellement à cette période, ou si le corps retrouvé dans le bayou était bien le sien, cela reste le mystère central de toute cette affaire. Au fil des années et des décennies qui suivirent, des rumeurs persistèrent, circulant principalement parmi les communautés d'esclaves et de gens de couleur libre. Des histoires parlaient d'un homme correspondant à sa description, aperçu dans différentes régions du Sud. Toujours en mouvement, toujours insaisissable. Certains affirmaient qu'il avait rejoint le chemin de fer souterrain, aidant d'autres esclaves à s'échapper vers le nord. D'autres prétendaient qu'il s'était installé au Canada, dans une communauté de fugitifs, sous une nouvelle identité. Plus troublant encore, il y eut au cours des années suivantes plusieurs autres incidents dans diverses plantations de Louisiane et du Mississippi. Des propriétaires terriens, qui avaient la réputation de séparer les familles d'esclaves ou de pratiquer des châtiments particulièrement cruels, furent retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Rien d'aussi spectaculaire que le massacre d'août 1847, mais des morts étranges, souvent maquillées en accident ou en suicide, qui présentaient certaines similitudes troublantes. Un propriétaire du nom de Hutchinson, connu pour vendre régulièrement ses esclaves au sud profond sans égard pour les liens familiaux, fut retrouvé pendu dans sa propre écurie en janvier 1849.
Les autorités conclurent au suicide, bien que plusieurs détails suggérassent autre chose. Sur son bureau fut trouvé un document légal falsifié prouvant qu'il avait vendu un homme libre comme esclave 5 ans auparavant. Un autre, un certain Cromwell, réputé pour ses châtiments sadiques, mourut empoisonné en mars 1850. Dans sa poche fut trouvé un morceau de papier portant simplement ces mots « La patience a ses limites ». Ces incidents, jamais officiellement reliés au massacre de 1847, alimentèrent néanmoins la légende de Samuel Enoch comme une sorte d'ange vengeur, un fantôme qui hantait les propriétaires d'esclaves particulièrement cruels. Les archives officielles concernant l'affaire furent progressivement expurgées au cours des années suivantes. Des documents disparurent mystérieusement des bureaux du shérif et des tribunaux. Des témoignages furent réécrits ou supprimés. La lettre de confession de Samuel, ce document extraordinaire de 12 pages, disparut complètement des archives publiques, bien que des copies aient probablement circulé clandestinement. La version officielle qui émergea et qui fut enseignée pendant des décennies était simple et rassurante. Un esclave dérangé mentalement avait tué 37 personnes dans un accès de folie meurtrière avant d'être abattu en fuyant. Aucune mention des papiers d'affranchissement, aucune référence à la complicité de Pemberton, Delacroix et Laval dans la réduction illégale de Samuel en esclavage, aucune allusion aux questions troublantes sur le nombre réel de participants au massacre. Cette version était plus confortable, plus facile à accepter. Elle ne remettait pas en question l'ordre social, ne suggérait pas que le système lui-même pouvait créer de telles horreurs, ne reconnaissait pas la possibilité qu'un esclave puisse avoir des motifs légitimes de vengeance. Pourtant, malgré tous ces efforts pour enterrer la vérité, certains détails continuèrent à hanter ceux qui connaissaient la véritable histoire, ou du moins des fragments de celle-ci. La précision méthodique des meurtres, la planification évidente, le fait que seuls les Blancs directement impliqués dans l'injustice envers Samuel ou ceux qui profitaient directement du système esclavagiste dans ses aspects les plus brutaux avaient été ciblés. Pas un seul esclave n'avait été intentionnellement blessé, à l'exception du malheureux palefrenier Jacob, qui avait probablement surpris les préparatifs par accident. Et puis il y avait cette question persistante, obsédante, des multiples témoins affirmant avoir vu plusieurs hommes cette nuit-là. Si Samuel avait eu des complices, qui étaient-ils? Comment avaient-ils été recrutés? Comment avaient-ils gardé le secret, malgré les interrogatoires brutaux qui suivirent? Et comment avaient-ils tous réussi à disparaître sans laisser la moindre trace? Une théorie, jamais officiellement formulée mais chuchotée dans les cercles d'esclaves et transmise de génération en génération, suggérait que Samuel n'était pas un homme, mais un symbole, un nom collectif adopté par un groupe de résistants. Que peut-être une douzaine d'hommes, tous victimes de différentes injustices, s'étaient organisés secrètement sur plusieurs mois ou années, attendant le moment opportun pour frapper. Cette théorie expliquerait les apparentes impossibilités logistiques, les témoignages contradictoires sur l'apparence physique du ou des tueurs, la capacité d'être simultanément à 2 endroits distants, les différents styles de combat observés. Elle suggérerait aussi quelque chose de plus profond et de plus terrifiant pour l'ordre établi. L'existence d'un réseau organisé de résistance esclave, capable de planifier et d'exécuter des opérations complexes, de maintenir le secret sous torture, de disparaître sans trace. Une organisation qui pourrait frapper n'importe où, n'importe quand, contre n'importe quelle cible. C'était précisément ce genre d'idée que les autorités blanches ne pouvaient tolérer. Admettre une telle possibilité aurait signifié reconnaître que les esclaves n'étaient pas des victimes passives, mais des agents capables de pensée stratégique, d'organisation collective, de résistance efficace. Cette reconnaissance aurait ébranlé les fondements même d'un système qui reposait sur le déni de cette humanité pleine et entière. Aujourd'hui, plus de 175 ans après ces événements, très peu de traces subsistent. Les plantations Delacroix et Laval ont depuis longtemps disparu, leurs terres divisées et revendues d'innombrables fois.
Les bâtiments ont été détruits ou sont tombés en ruine. Même l'emplacement exact de ces propriétés est sujet à débat parmi les rares historiens locaux qui s'intéressent encore à cette période sombre. Les archives du comté de Terrebonne contiennent quelques documents fragmentaires, des actes de vente, des rapports de shérifs lacunaires et manifestement censurés, des coupures de journaux jaunis qui mentionnent brièvement un incident regrettable ou une tragédie survenue dans nos plantations sans entrer dans les détails véritables. La lettre de confession de Samuel, si elle existe encore quelque part, n'a jamais été retrouvée dans les archives publiques. Quelques historiens spécialisés dans cette période affirment avoir vu des références à ce document dans des lettres privées ou des journaux intimes de l'époque, mais le texte complet semble avoir disparu. Quant à Samuel Enoch lui-même, homme libre devenu esclave, esclave devenu vengeur, il reste une ombre, une question sans réponse définitive, un nom chargé de significations contradictoires selon qui le prononce. Pour certains, il était un meurtrier fou, un monstre qui avait tué sans discrimination. Pour d'autres, il était un héros tragique, un homme poussé à bout par des injustices intolérables qui avait choisi de se battre plutôt que d'accepter passivement son sort. La vérité, comme c'est souvent le cas, se trouve probablement quelque part entre ces deux extrêmes, dans une zone grise où la justice et la vengeance se confondent, où la violence engendre la violence dans un cycle sans fin. Ce qui est certain, c'est qu'en cette nuit du 23 au 24 août 1847, quelque chose de terrible et de significatif s'est produit dans les plantations du comté de Terrebonne. Quelque chose qui défiait les catégories habituelles de révolte servile ou de folie meurtrière. Quelque chose qui suggérait une intelligence, une planification, une détermination morale qui terrifiait précisément parce qu'elle reconnaissait l'humanité complète de ceux que le système s'efforçait de réduire au statut de bêtes de somme. Et peut-être est-ce précisément pour cette raison que l'histoire fut si soigneusement enterrée, oubliée, transformée en une légende vague et déformée. Parce qu'admettre la vérité aurait signifié reconnaître que les esclaves n'étaient pas des victimes passives, mais des êtres humains complets, capables de penser, de planifier, d'agir avec une sophistication morale et tactique égale à celle de leurs oppresseurs. Cette reconnaissance aurait ébranlé non seulement le système esclavagiste de l'époque, mais l'ensemble de la hiérarchie raciale sur laquelle était construite la société sudiste. Elle aurait forcé une confrontation avec des questions morales que beaucoup préféraient ne jamais poser. Alors l'histoire fut enterrée. Les documents disparurent, les témoins moururent, tout furent réduits au silence. Et avec le temps, ce qui avait été une réalité terrifiante se transforma en mythe, puis en légende, puis en rien du tout. Mais les fantômes ne disparaissent jamais vraiment. Ils hantent les silences de l'histoire officielle, les zones d'ombre entre les faits établis. Et parfois, si l'on écoute attentivement, on peut encore entendre leur voix à travers les siècles, nous rappelant que l'injustice a toujours des conséquences et que la patience, même celle des plus opprimés, a des limites. Alors, qu'en pensez-vous? Cette histoire s'est-elle réellement produite? Ou n'est-elle qu'une légende née de la culpabilité collective d'une époque honteuse? Samuel Enoch a-t-il existé? Et si oui, a-t-il survécu à cette nuit terrifiante pour vivre sous une nouvelle identité? Ou est-il mort dans ce bayou quelques jours après son acte? Était-il seul, poussé à bout par l'injustice? Ou faisait-il partie d'une conspiration plus vaste, d'un réseau de résistance qui n'a jamais été découvert? Dites-moi dans les commentaires ce que vous croyez vraiment s'est passé. Partagez cette histoire avec ceux qui s'intéressent aux mystères sombres et aux vérités enfouies de l'histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits oubliés qui hantent encore notre mémoire collective. Parce que parfois, les fantômes les plus terrifiants ne sont pas ceux des morts, mais ceux des vérités que nous refusons de regarder en face, des injustices que nous préférons oublier, des questions que nous n'osons pas poser,